Les maîtres de l'horreur, bienvenue dans cet épisode débriefing saison 1, interlude avant la saison 2, entracte finalement. Je suis Thibaut Turcat et je suis ici avec Jérôme Bouvier. Avec qui il a fait ce podcast qui était quand même très très intense, psychologiquement, moralement à mettre en place, parce que ça demande des sacrifices, cher auditeur. Il faut quand même savoir une chose. On aime ces maîtres de l'horreur, on les apprécie, on les adore, mais il faut quand même savoir que au fil des épisodes, des préparations, ça demande un investissement psychologique intense. Parce qu'il faut se revoir tous les films qu'on a déjà vus, qu'on croit connaître par cœur, mais qu'on ne connaît finalement jamais par cœur. Il faut se confronter à des filmographies que l'on ne maîtrisait pas. Moi, Takashi Miike, par exemple, j'avais eu un rejet, donc ça a été une découverte. Des filmographies obscures, se replonger dans certains films de Larry Cohen, ou de John McNaughton, des choses comme ça, le Kim McKee. Et ce qui fait que je parle de sacrifice, parce qu'en fait, à côté de ça, on peut pas regarder grand-chose d'autre. Des fois, on se permet, mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'en fait, ça nous sort des préparations. Combien de fois je me suis dit, merde, j'ai vu le film, mais j'ai déjà un petit peu oublié ce que j'ai vu. Parce qu'entre-temps, j'ai regardé 4 comédies. Voilà, c'est donc une préparation très dure, très complexe. Donc je vous cache pas que psychologiquement, c'était chaud. Putain, il nous fait un burn-out, le con. Non, pas un burn-out, mais c'était quand même très chaud. Là, c'est des vacances. Oui, voilà. Et depuis, ça fait quand même 7 mois qu'on est dessus. Je les ai sortis passer quand même. J'adore faire ça. Mais il y a un vrai taf qui est derrière et je vous remercie d'avoir suivi le podcast jusqu'au bout, cher auditeur, parce que c'est difficile. Bah oui, c'est passionnant. On adore faire ça. On se mettait quand même beaucoup de pression avant de commencer le podcast. Ça fait 1 an qu'on l'a en tête, donc on savait que ça allait être quelque chose. Je pense que ni toi ni moi on avait anticipé à regarder autant de films de chaque réalisateur. Je pense que en fait naïvement l'épisode d'Oscarelli, on s'est heurté à un truc qui est mais en fait quand t'as pas tous les films du réal, t'as pas toutes les clés pour son épisode des Maîtres de l'horreur, et surtout les épisodes des Maîtres de l'horreur, c'est le running gag du podcast. En fait, on en parle 10 minutes, parce qu'en fait, y a pas 1000 choses à dire, vu qu'on essaie en plus de pas trop spoiler, et on essaie de rester dans l'univers de l'épisode, mais y a pas 1000 choses à dire, ce qui fait que ouais, en fait, c'est regarder les films qui est passionnant, et y a beaucoup de gens qui l'ont relevé, genre c'est ça qui est marrant dans le podcast, c'est de refaire avec vous les films de réalisateurs cultes. Alors parfois c'est des films qu'on connaît par cœur, mais Toby Hooper, je suis pas sûr que les gens comme nous savaient vraiment les affronts qu'il a fait à notre cinéphilie, quoi, parce que pour moi c'est... En parlant du débrief de la saison, je pense que Toby Hooper, ça a été le plus chaud à regarder en termes d'accumulation de mauvais films que je me force à regarder. Et je pense que physiquement, c'est Dario Argento. Parce que, comme je voulais pas les regarder trop tôt pour le podcast, j'ai réservé ça parce que voilà, on enregistre. Ça explique aussi parfois que les épisodes ont un peu de retard ou prennent 2 semaines ou plutôt qu'une semaine. C'est qu'il faut le temps de les monter, de les préparer. Et je me souviens, Dario, on l'avait reculé d'1 semaine. Mais ce qui fait que j'avais grosso modo 10 jours pour regarder 26 films. Et c'est pour ça que j'en ai loupé quelques-uns où j'étais, je pourrais pas mentalement continuer. Et mentalement, c'était très dur, les Dario Argento, parce que, en fait, quand t'arrives passer l'âge d'or, t'es là, putain, il me reste 10 films et c'est que des mauvais films, quoi. Ou que des films qui sont pas aimés, ou qu'est-ce que je vais avoir à dire dessus. Et après, il faut garder en tête tout ça. C'est ça le plus dur, c'est garder l'énergie de tout ça et de se dire, tu vois, Takashi Miike, la veille de l'enregistrement, j'étais chaud bouillant, parce que je venais de voir l'épisode des Maîtres de l'horreur, mais en fait, on l'a enregistré le lendemain. Et en fait, le lendemain, faut se remettre dans le mood de, attends, c'est quoi déjà le nom de ses collaborateurs et tout ça. Et c'est comme ça sur pas mal d'épisodes. Mais c'est un truc que j'adore faire, parce que moi, dans mon côté un peu maniaque, j'adore compléter des filmos ou des sagas, et c'est vrai que c'est un truc où tu te fais vite distraire, tu vois. Avec mon coloc, parfois on est mettons une pile de tous les films de boxe français et américains et coréens, etc. Et puis en fait on fait la saga Rocky et Raging Bull, et puis après on est là, ouais bon, les films de boxe on verra plus tard, et en fait tu te fais distraire, quoi, par plein d'autres trucs, par les sorties cinéma, par les autres influences que t'as. Et donc c'est cool de se dire, ok, pour le taf je me fais vraiment tous les Toby Hooper et je les aurais tous vus, quoi, entre guillemets. Mais c'est aussi extrêmement taxant, quoi. Et c'est vrai qu'on va pas se plaindre, mais on le fait par passion. Bien sûr. Et on est très content que vous nous écoutiez. Il y a de plus en plus de poditeurs qui nous rejoignent, épisode après épisode. Et on les remercie. On les remercie. Mais c'est vrai que du coup, c'est quand même très taxant, que ça soit le temps de montage, de mixage, etc. Ce qui fait que, ouais, il y a des filmos où t'es là, waouh, c'est chaud, quoi. D'ailleurs, en parlant de commentaires, on va enfin répondre à une question que l'on a posée à un réalisateur, William Malone. Oui. Voilà, pour son fameux film Fear.com. Enfin, Fear.com, en fait, c'est Terror.com, en fait. Terror.com. Non, c'est Terror.com, le oui, titre du film. Mais bon, ça devrait être Terror.com. Voilà. Donc, Thibaut, tu as, par mon entremise, parce que je l'ai dans mes contacts, tu avais donc soumis une question. Je te laisse la reposer pour les auditeurs. Je sais pas si j'espère que vous avez écouté l'épisode en question. Alors, en fait, Terror.com, énorme plaisir. Le reveal de ce podcast, plaisir coupable ultime pour Jérôme et pour moi.
dans ce film-là, il y a un serial killer qui n'est pas l'entité principale qui fait les meurtres. C'est-à-dire qu'il y a et une entité numérique qui fait des meurtres avec le site terror.com.com et un serial killer qui lui aussi diffuse des meurtres sur internet, mais ce n'est pas le même site. Et du coup, on s'est permis de demander à William Malone, parce qu'il a posté quelque chose sur le making of du film ou je sais pas quoi, on lui a demandé donc en anglais, quel est le lien entre les deux sites, est-ce qu'ils utilisent le même site ou pas? Et sa réponse est tout aussi nébuleuse, qui était, ce n'est pas le même site, terror.com est un ancien site du serial killer qu'utilise maintenant l'entité. C'est ça. Mais ça répond pas vraiment à la question de comment c'est dans le film, quoi. Et j'ai dit à Thibaut, à mon avis, il sait pas non plus. Mais c'était sympa. C'était sympa. On remercie William Malone quand même d'avoir donné. Ouais, non, c'était assez marrant, oui, effectivement. Donc oui, donc c'est l'entité se venge à travers un site qui existe vraiment, que Alistair a créé. Mais donc ça veut dire que il y a quand même 2 sites internet dans le film, quoi. Donc voilà. Aussi, autre anecdote qu'on m'a partagée sur TikTok, où je partage les reels et les promos. Il y a un poditeur, j'espère maintenant, qui a découvert le podcast comme ça, qui m'a raconté que la saison 1 avait été diffusée en intégralité à l'UGC des Halles, à la sortie du coffret, où dans les années 2006-2007, il y a eu un marathon des 13 films à l'UGC des Halles, et apparemment c'était une ambiance de folie, parce que marathon de 13 heures, donc voilà, et j'étais là, oh putain, c'est énorme, c'est fou, parce que quand on s'est tapé la saison 1, là, c'est quoi ta réaction là? Comment tu conclus cette saison 1, sachant qu'on arrive à une saison 2 qu'on connaît beaucoup moins? Alors, c'est assez marrant parce que quand je regarde ma note IMDb sur la série de manière générale, je crois que j'ai mis 9 sur 10. Et quand je regarde chaque épisode pour le podcast, je me rends compte qu'il n'y a pas de 9 sur 10. Je me dis pourquoi j'ai mis 9 sur 10? À cause du concept, parce qu'il est absolument génial, c'est tout. Je mets 9 sur 10 de manière globale parce que c'est formidable d'avoir fait ça. C'est juste incroyable. Mais le résultat en lui-même, si on se penche vraiment, et qu'on est vraiment honnête avec soi-même, tu mets pas des 9 sur 10 à tous les épisodes. Tu mets des 2 sur 10 ou des 1 sur 10 à certains, t'en mets un 8 à un autre, mais bon, voilà. La moyenne serait plutôt vers 5, 6 sur 10 en fait, en réalité. Mais je ne l'enlèverai pas, ce 9, je vais le laisser. En termes de, j'ai beaucoup de questions pour toi dans cet épisode. Donc on a abordé Don Coscarelli, Stuart Gordon, Toby Hooper, Dario Argento, Mick Garris, Joe Dante, John Landis, John Carpenter, William Malone, Lucky Mackie, Larry Cohen, John McNaughton, Takashi Miike. Quelle a été ta plus grosse surprise en termes de film où le réalisateur où tu te dis ah putain en fait j'adore ce réal et maintenant je vais garder en tête son nom? Larry Cohen, ouais, plus que Miike par exemple que je découvrais pour le coup, mais ouais Larry Cohen où je me suis dit mais en fait il a fait que des films cool et fun et marrants, même un mauvais film de Larry Cohen ça reste toujours, il y a toujours un truc rigolo, donc non c'est Larry Cohen pour moi qui a été le reveal. Je savais que j'allais l'apprécier, mais je pensais pas autant. En fait. Ouais, je pense que pour moi, bon, c'est assez évident que c'est Dario Argento, puisque le reveal a été que, à part le fantôme de l'opéra et Dracula 3D, je n'avais vu aucun Argento avant de commencer ce podcast. Donc évidemment, beaucoup de claques, beaucoup de chefs-d'œuvre. Et je crois que c'est un épisode en plus qui a plu, même s'il a divisé littéralement, puisqu'il était en 2 parties, qui a plu aux gens, justement, qui étaient un peu dans mon cas, genre, en fait, on n'est pas tous fans de Dario Argento et de Giallo. Et avec quel réalisateur tu es fâché, tu es en colère? Moi, je pense que c'est Lucky Mackie, clairement, où je me suis rendu compte que je n'aimais aucun de ses films. Même ses films les plus connus, je les aime pas vraiment. Je te laisse répondre, moi c'est pareil que toi. Et on a eu une réponse sur The Woods, d'ailleurs, une théorie de The Woods de Axel, un poditeur qui nous envoie son avis. Ah oui, très intéressante cette position. Une théorie sur The Woods, donc voilà, on ira enquêter sur cette théorie pour ceux qui veulent revoir The Woods. Mais ouais, je pense que c'est Lucky Mackie. Oui, sur le reveal entre le rôle principal féminin et son némésis féminine qui passe son temps à la harceler. Très intéressante analyse de la part de Axel. Mais qui comme pas toutes les incohérences du film, quoi, mais qui a tort. Ça apporte un petit coup de lumière dessus quand même, c'est assez intéressant, ça à voir. Ouais. Mais ouais, Lucky Mackie aussi pour toi? Oui, pareil que toi. Je pense que c'est un réalisateur qui a été tellement porté au nu qu'en fait, voilà, c'est intéressant pour certaines choses, mais c'est largement en dessous de toute la hype qu'il a générée, quoi. Pour continuer sur cette ambiance saison 1, etc., est-ce que tu peux me faire un top 3 de tes épisodes? Si tu devais en recommander 3 à quelqu'un oui, curieusement, c'est évident pour moi. Il y a déjà le John Carpenter au sommet, donc Cigarette Burns. Voilà, Cigarette Burns qui pour moi est assez incroyable. Je vais pas revenir sur mon avis sur l'épisode, mais c'est vraiment incroyable. Le Jennifer de Argento qui est juste oufissime aussi, qui est assez ouf dans sa provocation, sa sexualité, ses travers et ses digressions assez incroyables. Et le Larry Cohen que j'ai vraiment apprécié, qui est beau, qui se suit bien, qui est agréable et tout. Et voilà, donc c'est les 3 que je mets vraiment sur le sommet. D'autres sont sympas, mais ces 3-là, je les mets sur le dessus.
En outsider, je mettrais peut-être Imprint aussi de Takashi Miike. J'ai le même top 3. On ne s'est pas concerté, c'est le même top 3. Premier, Pick Me Up. Je trouve que c'est celui qui représente le mieux ce que les maîtres de l'horreur devraient être tout le temps. Deuxième, Jennifer, parce que classe et que c'est bien barré. Et troisième, Cigarette Burns, pour l'ambiance, pour la classe, pour le fait que c'est celui qui nous avait le plus marqué à l'époque. Donc, ouais. Quel est l'épisode que t'as le plus détesté ? Genre que tu ne pourrais pas revoir, même si tu te refais la série. Le de Toby Hooper, incontestablement, c'est le pire. Dans Sons of Dead, je trouve ça horrible, moche, insupportable, je trouve ça dégueulasse, ça m'insupporte, ça me fait chier, je m'emmerde. C'est à jeter. Moi, je pense que c'est le John McNaughton. Je pense que j'aurais plus de mal à revoir le John McNaughton et c'est son putain de Haeckel qui se mêle de tout et de n'importe quoi, que le Toby Hooper où j'avais défendu quelques choix scénaristiques. Mais ouais, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal avec Haeckel Stell. On va répondre à une question aussi, parce que du coup, je suis tombé sur d'autres interviews de Mick Garris depuis le début qu'on a commencé ce podcast, puisque j'écoute beaucoup de post-mortem en fait en lien avec les épisodes. Il a déclaré: quand est venu le temps de rassembler toutes les personnes pour les maîtres de l'horreur, nous ne voulions pas avoir juste un groupe de gars blancs plus âgés qui avaient fait de l'horreur classique. Nous avons demandé aux réalisatrices de le faire aussi. Nous avons été refusés par certaines qui ne voulaient pas être considérées ou plus considérées comme des réalisatrices d'horreur. Ils avaient réalisé des films oscarisés entre-temps, après avoir commencé dans le domaine de l'horreur, et essayé de passer à autre chose. Je me demande de quelle réalisatrice il parle, parce que je vois pas Marie Lambert. Bah, Catherine Bigelow. Ouais, mais Je pense que c'est Catherine Bigelow. Mais ouais, mais en 2005, elle a pas l'Oscar. Ouais, c'est 2009, Hurt Locker. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il fait du révisionnisme. Ça ne m'étonne pas que Mick ait demandé, mais je pense que voilà. Mais c'est drôle qu'il réponde à une interrogation qu'il y a juste un étranger japonais, et sinon c'est que des Américains blancs, plus ou moins vieux, avec Lucky Mackie qui est là, et dans la saison 2 c'est pareil, hein. Je crois qu'il y a Ennard Dickerson qui arrive, il y a un réalisateur jeune, Rob Schmidt, pas si jeune que ça, et puis t'as un japonais quoi. Toujours pas de femme réalisatrice. Et c'est là où je voulais en venir. Je pense que pour le débrief de la saison 2, on fera ceux actuels qu'on aimerait voir dans les Maîtres de l'horreur s'ils faisaient une saison actuelle. Mais à l'époque, voilà, on a beaucoup parlé de George Romero qui devait faire Haeckel Stell, il y a Roger Corman qui devait faire un épisode, on se demande où ils étaient, Wes Craven aussi, mais quels sont les autres noms qui te viennent en tête de pourquoi ils sont pas là? Oh, facile, William Lustig, Frank Henenlotter, déjà, comme ça, d'un coup, paf, ces réalisateurs-là, je me dis pourquoi ils ont pas été choisis, voilà, Charles Band même, quelque part. Ah ouais, c'est des réalisateurs effectivement qu'on aurait aimé voir, quoi. Ouais, surtout que Henenlotter et Usna, voilà, c'est des réalisateurs qui, voilà, ils sont encore là, ils sont encore en place. Jack Shoulder, c'est pareil aussi, il en a fait beaucoup. Mais ouais, c'est des réalisateurs comme ça, je me dis pourquoi ils ont pas été là, quoi. Et dans la nouvelle génération, je pense qu'il y avait des meilleurs choix à faire. On a parlé d'Adam Green, qui à l'époque était avec Hatchet. Eli Roth, je comprends pas pourquoi il est pas ni dans la saison 1 ni la saison 2. Ty West. Ty West, il est trop jeune à l'époque. Il est trop jeune à l'époque. Bah, il fait The Roost, Cabin Fever 2, c'est un peu après. Ty West, c'est plus actuel. C'est, House of the Devil, c'est si... 2009, c'est après. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Le numéro 1, Neil Marshall. Pourquoi Neil Marshall n'a pas fait Christopher Smith aussi. Christopher Smith, oui, mais Neil Marshall en particulier, à cette époque-là, on est après Dog Soldiers, The Descent. On est en plein dedans. Trop anglais, peut-être? Bah, trop anglais, je sais pas. Mais Neil Marshall, pour le coup, c'est le nom. Il y avait Michael J. Bassett aussi, enfin c'est... Oui, mais lui, Michael J. Bassett, il a fait qu'un seul film, hein, d'horreur, Wilderness. Ouais, il a pas fait le film de Tranchée aussi, c'est pas lui qui a fait ce film de Tranchée? Ah oui, si. Je veux dire, Neil Marshall, c'est plus évident dans le sens, lui, c'est clairement il est en train de devenir une figure de proue de cinéma-là. Enfin, on est pile dans la période où il aurait pu faire un maître de l'horreur. Autant, bon, Adam Green et Eli Roth, ils sont encore jeunes, là, on est en plein hostel, mais bon, tu te dis, bon, s'il y avait Lucky Mackie, il peut bien y en avoir un. Mais ouais, Neil Marshall, je suis choqué qu'il en ait fait aucun des deux, et je ne sais même pas, je crois qu'il a pas fait de Fear Itself. Et dans les Outsiders, Anthony Waller aurait pu réaliser, hein. Loup-garou voilà, on en parle beaucoup, Loup-garou de Paris et Témoin muet. Ouais. Et Tibor Takacs. Tibor Takacs. Ouais, The Gate, mais bon, il a fait, voilà, après The Gate, la lecture diabolique, effectivement. Bah ouais. Dis donc. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce qu'il a choisi des réalisateurs bien pires que lui, au final, hein, donc... Ouais, et en termes des filles, donc on en cite souvent, on est réalisatrices, mais Marie Lambert, Marie Aron, qui n'est pas là, Antonia Bird, qui n'est pas là. On pourrait même penser à Claire Denis, hein, qui a fait Trouble Every Day, pourquoi pas, hein, un maître de l'horreur. Jennifer Lynch aussi. Mais Jennifer Lynch, ouais, Surveillance, à cette époque, 2006-2007, elle est pas encore installée, Jennifer Lynch. Là, tu cites juste des noms, tu repasses pas à l'époque, en fait, tu te fais pas chier. Ouais, j'avoue. Et surtout, Aja, Christophe Gans et Alexandre Aja, non? Oui. De la French Frayeur, c'est les deux qui... Enfin, il y a Rick Valette dans ce cas-là, hein.
Bah non, c'est pas un maître, non. Il a pas fait de bon film. Il est parti aux donc, États-Unis, il a fait Hybride. Oui, d'accord. Et il a fait One Miss Call aussi. Ouais, mais ouais, non, mais je veux dire, Alex Aja, On ne pense pas. typique. Il aurait pu largement faire un maître de l'horreur dans la saison Ouais. 2. Frank Calfoun, tous ces gens-là. Non, je t'ai pas dit. On va pas citer les Grégory réalisateurs de films d'horreur. Grégory En fait. Levasseur. Ça y est, il me saoule. Tu veux en tous les sortes? Non, justement, je suis en train de te citer Ah, ceux qui auraient pu le faire, ok, pas ok, les ok. randoms. Ah oui, pas les rondes. Mais ouais, il y a des noms voilà qui reviennent quand même souvent en tête. Et c'est vrai que Romero, étonnant qu'il ait pas fait la saison 2 ou 3. Parce qu'il avait assez de force pour faire son putain de Diary of the Dead et Survival, ses bouses infâmes. Et quid de Wes Craven? Je veux savoir ce qui s'est passé entre Mick et Wes. Ça, c'est une incompréhension totale. Parce que Mick parle beaucoup de Toby Hooper, donc tu sais que Toby Hooper, il l'aimait bien. Mais Wes, il ne parle jamais de lui. Ah, je sais pas. Est-ce qu'il était dans les dîners? Je ne sais pas. Il me semble qu'il y a une photo où on le voit avec eux, mais... J'arrive pas à savoir. Mais bon, bref. En tout cas, la saison 2, voilà, il y a des nouveaux noms qui vont apparaître. Il y a Brad Anderson, il y a Rob Schmidt, et Anna Dickerson, des grands noms du cinéma d'horreur, évidemment. Et il y a des repeats. Il y a des gens de la saison 1 qui vont revenir. Donc, on s'est déjà mis de côté. Par exemple, voilà, on peut vous l'annoncer, pour Stuart Gordon, on va pas avoir d'invité. On veut faire Brian Usna, aborder la filmo entière de Brian Usna. Et en plus, l'épisode de Stuart Gordon, c'est le chat noir de Poe. Donc, il y aura des choses à dire sur Edgar Allan Poe, après avoir dit des choses sur Lovecraft dans l'épisode 1. Ça veut dire qu'on va devoir se taper Rottweiler. Non, on va se baser sur notre souvenir. Ah ouais, des souvenirs. Rottweiler. Mention spéciale à Tony, qui avait préparé ce podcast chien pour Podsac, où on avait dû voir Rottweiler de Brian Usna, qui est irregardable, mais vraiment horrible. Donc dans les repeats, là on aura des invités, parce qu'on va pas refaire le même podcast encore et encore. Il y a John Carpenter qui revient, il y a Dario Argento qui revient, il y a Joe Dante, il y a Toby Hooper, il y a John Landis, et il y a Mick Garris. Donc voilà, pour ces épisodes-là, là on est en train de discuter avec certains guests, on essaie d'avoir voilà, des gens variés qui ont envie de partager leur amour du genre et de la série. On sait que notamment on peut mentionner Jess, Jess Slasher, qui adore Dario Argento, qui nous avait demandé s'il vous plaît, si vous avez des invités, faites Dario. Donc évidemment, on lui a dit tu seras là pour être Dario Argento. On doit aborder aussi un peu la carrière de producteur de Dario Argento. Carpenter, la carrière un peu musicale, un axe un peu plus musical sur ce qu'il a fait. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de perspectives pour la saison 2. Ça sera pas juste un repeat de la saison 1. On va pas refaire les épisodes des maîtres de l'horreur ou revoir toute leur filmo. On va découvrir évidemment Wonderful Ice Cream Suit. Ça, c'est notre objectif pour la saison 2. Mais voilà, une saison 2, comme j'ai dit, j'ai quelques souvenirs. J'ai un souvenir du John Landis avec George Wendt. J'ai un souvenir de The Washingtonians que j'avais détesté. Sinon, j'ai pas trop de souvenirs de la saison 2. Je crois que je n'ai même pas vu l'épisode japonais parce qu'il se déroule sur un bateau. Je n'ai aucun souvenir de ça. Et il dure longtemps en plus, je crois. Ah ouais? C'est carrément un épisode de plus d'une heure, bien plus d'une heure. J'ai été surpris. Okay. Il me semble avoir vu ces trucs cruise, je sais pas quoi, ouais. Et il me semble qu'il dure 1h20. Ouais. Ok. Un truc de fou. C'est un long métrage. Bah moi non plus. Je l'ai pas vu. Bah voilà. Comme les Washingtonians, je l'ai pas vu non plus. Ok. Mais ouais, très mauvais souvenir de la saison 2. Ah, j'ai vu Pro-Life que je hais, qui est l'un des pires films de Carpenter pour moi. Attends de le revoir. Ah, mais... Suspense. Voilà. Donc voilà, on vous invite en tout cas à partager votre avis sur les épisodes, sur le podcast, partagez le podcast, en parlez autour de vous, faites des articles, faites des blogs, je ne sais pas, faites des reviews YouTube, mais ne faites pas un podcast. Mais ne faites pas un podcast sur les maîtres de l'horreur, attention. Mais on sait qu'on a une communauté fidèle qui aime ce qu'on fait, donc on vous remercie. Et puis on a hâte de se replonger. Voilà, les premiers épisodes vont arriver dans un petit mois. Je crois qu'on commence avec Toby Hooper, malheureusement. Oui, tout à fait. On commence avec Toby Hooper, The Damned Thing. On va recommencer avec Toby Hooper. On essaie d'avoir un invité calé sur le sujet, donc on vous en reparlera. Donc voilà, profitez de l'été, profitez de ce mois d'août. Puis si vous écoutez ce podcast dans le futur, l'épisode est déjà en ligne, donc il n'y a pas de pause. Vous pouvez tout de suite enchaîner avec les saisons 2. La saison 2. Merci à tous. Merci à vous. À très vite. Salut les petits clous. Connard.